Bonsoir et bienvenue dans la famille en question. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. 400 femmes en meurent chaque année. Coups, insultes ou encore agressions sexuelles, la violence conjugale s'exprime à travers de multiples comportements, parfois difficiles à prouver. Dans cette émission, nous parlerons en particulier des femmes battues. Comment la violence physique s'installe-t-elle au sein d'un couple? Comment en sortir? Quel est le message de l'Église envers les femmes qui en sont victimes? Pour répondre à ces questions, je reçois Judy Da Silva, écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vous-même subi des violences conjugales à travers 3 relations de couple. Vous avez publié un livre sur ce sujet, Le harcèlement conjugal, comment se sortir des violences, paru aux éditions Mémoire de Plume, éditeur associatif. Face à vous, Marie-Laure de Salins, bonsoir. Vous êtes infirmière et conseillère conjugale au Clair Amour et Famille, mouvement chrétien, membre de la pastorale familiale. Et puis enfin, nous retrouvons Benoît David, que l'on a la joie de voir 2 fois par mois sur le plateau de la famille en question. Vous êtes consultant en communication et sur le comportement et vous nous apporterez votre éclairage en fin d'émission. Alors avant de vous interviewer, je vous propose de regarder ce reportage, d'écouter le témoignage de Valérie Trabé, victime de violences conjugales, qui a réussi à sortir de l'engrenage. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Verret. Valérie fait partie de ces femmes pour qui la vie de couple a tourné au cauchemar. Il y a 10 ans, elle rencontre un homme dans son travail, ingénieur en informatique comme elle. C'est le coup de foudre et pendant les 2 années qui suivent, Valérie vit le grand amour avec son mari. C'était l'homme idéal. Il était gentil, prévenant. Je ne pouvais pas du tout m'imaginer que ça allait se passer comme ça. Donc on avait exactement les mêmes affinités, les mêmes goûts. Voilà. Et comment est-ce que ça a basculé? Comment est-ce que ça a basculé? Tout bêtement parce qu'en fait il a essayé de prendre l'ascendant sur moi et puis il a essayé de... Quand il a vu qu'au niveau des arguments ça ne marchait pas, quand je donnais mes arguments, il n'arrivait pas à avoir raison. Et c'est quelqu'un qui aime bien avoir raison, il a fini par employer la manière forte. La manière forte. Au début, c'est la main sur la bouche pour la faire taire. Ensuite, il lui tire les cheveux, la harcèle toute la journée et va même jusqu'à lui mettre la tête dans la poubelle. À la naissance de leur fille, la situation empire. Valérie reste pourtant avec son mari. Ma mère ne m'a pas cru. Ma sœur non plus. Alors la nourrice, en fait, c'est elle qui m'en a parlé en premier, puisque moi j'ai toujours cherché à le cacher et puis vis-à-vis de l'entourage, pour pas perdre la face en fait, vis-à-à-vis des voisins ou autres, puisqu'il y avait quand même des cris à la maison. Et j'ai quand même cherché à cacher tout ça, mais effectivement c'est la petite qui a parlé, qu'on a parlé donc à l'institutrice et puis qu'on a parlé à sa nourrice. Et là, la nourrice m'a posé des questions, donc j'étais obligée de répondre, quoi. Et elle m'a dit, Valérie, vous ne devriez pas rester dans ce climat-là, c'est ni bon pour votre fille, ni bon pour vous. Et elle m'a complètement soutenue. Un soutien qui arrive à temps. Sous les coups de son mari, Valérie perd peu à peu l'espoir d'une amélioration. Elle pense au suicide une première fois à la naissance de sa fille, une seconde fois quand elle perd son travail. Là, j'ai touché le fond parce que je savais que j'étais plus indépendante financièrement, donc je ne pouvais plus m'en aller. Enfin, je pensais que je ne pouvais plus m'en aller, mais je suis partie quand même sans argent. Valérie a le courage de fuir son mari. Elle se réfugie à l'hôtel avec sa fille puis chez des amis. Son cas n'est pas isolé. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Il existe pourtant des moyens de s'en sortir, à commencer par porter plainte, par exemple. Mais dans les commissariats, les femmes battues sont souvent prises à la légère. Une attitude qui révolte le commandant Chapalin qui forme les policiers à la violence conjugale et les sensibilise à l'importance de ces plaintes. Une plainte, c'est la démarche, c'est le point qui permet de dire ça doit arrêter. Le fonctionnaire de police est là pour cela, pour qu'une procédure soit faite, que ça aille jusqu'au parquet et que le mari ou le concubin sache qu'il s'agit d'un fait pénal et pour lequel il doit être réprimé. Quand elles viennent déposer plainte, bien souvent, c'est souvent après des mois, voire des années de violences réitérées. C'est parfois non pas pour déposer une plainte, mais pour un simple appel au secours. On vient signaler un fait, on vient faire une déclaration sur main courante. Non, moi je ne veux pas qu'il y ait une procédure contre mon mari. Je veux simplement dire au cas où. Au cas où, mais c'est parfois trop tard. En France, 6 femmes meurent chaque mois sous les coups de leur conjoint. Des structures existent pourtant pour les aider, où des médecins leur apportent le soutien psychologique. Le docteur Coutenceau est l'un d'eux.
C'est un spécialiste de la violence. Il accompagne de nombreux couples au cas par cas, car il n'existe malheureusement pas de remède miracle. Il y a des cas faciles à aider. Il y a déjà des gens qui sont un peu plus difficiles à aider, mais qui se laissent aider, où il faut effectivement absolument qu'il y ait l'intervention judiciaire. Et puis, on a une minorité de sujets, effectivement, qui sont, on va dire, des enragés, je ne vais pas le dire en termes psychiatriques, un peu donc de la violence ou de la domination, et qui vont poser des problèmes, y compris à des équipes spécialisées comme nous. Violence, humiliation, chantage, la violence conjugale touche le couple au plus profond de lui-même. La séparation est parfois le seul remède pour préserver la victime. Valérie en a pris conscience au bout de quelques années et avec le recul se pose alors le problème du pardon. Le pardon, c'est un peu comme le deuil, quoi. Quand on a le corps, on arrive à faire son deuil. Moi, il aurait fallu qu'on m'explique pourquoi il avait été violent, pour que j'arrive à en faire, entre guillemets, le deuil de mon mari, si vous voulez. Et à l'heure actuelle, les seules réponses que j'ai eues, c'est en fait que c'était de ma faute, c'était moi qui ai été trop laxiste et qu'il fallait que... Et j'aurais dû m'en aller plus tôt, quoi. Et c'est pas, pour moi, c'était en fait un constat d'échec que de s'en aller. Alors c'est pour ça que j'ai tenu bon, et puis je me suis dit, bon, bah, il va changer, il n'a pas de tare spécial, il n'est pas drogué, il ne boit pas, il ne fume pas. Donc forcément, il peut changer si en plus il est assez évolué intellectuellement, donc il est capable de comprendre ses comportements. Alors, je pense qu'il évoluera, mais bon, il faudra du temps, et puis il faudra aussi qu'il comprenne ses erreurs. J'ai espoir dans la nature humaine. Je pense que tout n'est pas mauvais, même chez mon mari. Un espoir qui lui vient de son amour pour son mari, car malgré les coups et les brimades, Valérie l'aime encore. Alors Judith Da Silva, vous venez d'entendre ce témoignage. Vous connaissez Valérie Trabé? Je connais Valérie puisque j'ai écrit son propre témoignage dans mon livre. D'ailleurs, elle m'avait contactée lorsque j'étais justement en train d'écrire ce livre-là. Je cherchais des témoins. Mais c'est vrai que c'est une violence qui est dure, c'est une violence qui reste dans chaque victime. Et justement, ces victimes n'ont pas de place pour des nouvelles blessures. Et c'est ça qui est très, très dangereux, justement, c'est la rechute, c'est la répétition, justement, de toutes ces violences conjugales. Et la répétition, c'est un peu d'ailleurs ce qui vous est arrivé, puisque vous avez été... auprès de 3 conjoints. Voilà. Vous avez subi des violences dans 3 couples successifs. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette répétition? C'est très difficile, c'est-à-dire que c'est un problème qui remonte à l'enfance, malheureusement. J'ai un père, malheureusement, il est décédé il y a quelques semaines, qui était très autoritaire. C'est-à-dire que c'était lui qui régnait dans la maison, les femmes, la mère, la fille. En l'occurrence moi, on avait le droit de rien dire. Donc il y avait toujours cette position, il faut savoir que je suis quand même d'origine portugaise, où l'homme a une importance capitale dans le foyer. Donc il est vrai que j'ai vécu sur ce sein familial avec cette autorité masculine où on n'avait pas le devoir, où on n'avait pas le droit de parler. Et c'est continué comme ça. Donc à l'âge de 18 ans, je me suis trouvée maman. Mais avant ça, c'est que j'ai été victime d'un viol. J'ai été victime d'un viol, donc vous voyez, ça a été cette répétition de soumission par rapport à des hommes auxquels, malheureusement, ça m'a engendré, ça m'a plongé dans des hommes qui malheureusement étaient tous les 3... C'est ce que vous connaissiez dans le fond, des personnes comme ça. J'ai répété ce que moi je connaissais. Est-ce qui veut dire est-ce qu'on peut tomber dans cette violence par hasard, ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui vous y conduit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec ce recul aujourd'hui que vous avez? C'est-à-dire que l'être humain ne répète que ce qu'il connaît. Donc moi, je n'ai répété que ce que m'était familier. Donc il n'y a pas de hasard dans la violence? Il n'y a pas de hasard. Je suis convaincue qu'il existe un profil de victime. Et je suis convaincue qu'il existe aussi un profil d'agresseur. Et que ces personnes-là se rencontrent. Voilà, ils sont faits pour, malheureusement, le mieux c'est de l'échapper. C'est bien la victime que l'agresseur, il faut s'échapper, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut faire un grand travail sur soi. Il faut faire... moi, j'en suis sortie grâce à une thérapie. C'est là où j'ai compris que, malheureusement, mes échecs familiaux, conjugaux, venaient justement remonter à mon enfance. Et aujourd'hui, je me bats justement pour que chaque victime puisse puiser justement dans ses souvenirs d'enfant, s'il n'y a pas eu une faille à un moment donné qui leur a échappé justement pour guérir de ça. Parce qu'on s'en sort, il faut le dire, on s'en sort. Moi, je m'en suis sortie au bout de 3, malheureusement. Vous avez fini par comprendre? J'ai fini par comprendre.
Et vous êtes également croyante. En quoi la foi vous a aidé? Est-ce que ça a été un repère ou est-ce que vous vous êtes révoltée de temps à autre face à Dieu? Non, je ne me suis pas révoltée face à Dieu, loin de là, parce que j'ai été élevée dans une famille très catholique, particulièrement ma mère. J'ai eu un rejet, c'est par rapport le lien entre mère-enfant. Parce que ma mère étant très religieuse, chez nous, c'était un peu une chapelle ardente. Donc, ce qui fait que ma mère priait tous les jours, le chapelet. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me faisait souffrir. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, j'ai été victime de maltraitance par ma mère. Alors, c'est là où je ne comprenais pas, si vous voulez, l'image de la Vierge et l'enfant, puisque la Vierge est très proche de son enfant, puisqu'elle l'a accompagné jusqu'à la croix, ainsi de suite. Et je ne comprenais pas pourquoi ma mère pouvait me frapper, pourquoi ma mère voulait que je n'existe plus, et qui me disait toujours « je t'aime pas, je t'aimerai jamais, et ta place n'est pas là ». Et c'est vrai que vous grandissez avec ça. Et c'est un petit peu justement ce traumatisme psychologique qui vous fait plonger justement avec des personnes qui sont un peu le rejet de la société. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est traumatisé par l'enfance, justement, qu'on vous dit toujours on ne vous aime pas, vous n'allez pas vers des gens qui sont supérieurs à vous. Voilà, vous allez bien au contraire avec des gens, malheureusement, qui ne peuvent, à la limite, vous admirer pour ce que vous êtes. Et à ce moment-là, vous tombez dans cette spirale et c'est très difficile d'en sortir. Vous avez 3 enfants de votre première union. Comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Comment est-ce qu'ils ont vécu ces relations successives et ces violences? C'est-à-dire que mes enfants, je les ai toujours épargnés. Ils ont pu échapper complètement ils ont pu à la violence? échapper. Pas y assister, être témoin de scènes? Non, jamais. Malheureusement, j'ai que ma fille, ma dernière, qui a vécu une scène de violence où elle a reçu une claque. Et ça, elle n'a pas vraiment compris. Si aujourd'hui elle veut être avocate pour enfants, c'est qu'il y a une raison. Elle n'a pas compris, d'ailleurs elle m'en veut, de ne pas lui avoir dit dans quelle souffrance j'étais au quotidien. Et c'est un petit peu le reproche que mes enfants aujourd'hui puissent me dire, c'est pourquoi ne pas nous l'avoir dit. Mais moi, je ne voulais pas que mes problèmes, c'était mes problèmes, c'était pas ceux de mes enfants. Vous avez réussi à les préserver, à les épargner. Oui, c'est pas évident, vous savez. C'est très très dur. C'était très dur parce que je ne voulais pas leur donner ce que moi j'ai reçu. Donc pour eux, j'ai tout fait pour justement les protéger au mieux de moi-même. Je les ai protégés de telle manière que c'est pas forcément leur rendre service, puisque j'ai caché un petit peu ce que des fois un adulte peut être aussi méchant face à si bien une femme ou l'inverse. Et c'est vrai que c'est pas leur rendre service, parce qu'aujourd'hui la violence elle est un peu partout, et les protéger c'est pas les faire grandir, c'est les garder un petit peu pour soi. Je me tourne vers vous, Marie-Laure de Salins. Vous êtes infirmière et conseillère conjugale au mouvement Claire, Amour et Famille. Alors vous avez un petit peu le regard de la personne qui accompagne ces femmes victimes. Dans quelle détresse sont-elles quand elles viennent vous voir? Alors quand elles arrivent, il faut peut-être distinguer celles qui viennent alors qu'elles sont en train de vivre des situations de violence et se posent des questions sur leur couple, et celles qui viennent après s'être séparées. Une perspective de reconstruction qui se posent des tas de questions sur leur couple, comment exister. Et dans les deux cas, on a devant nous des gens qui ont une estime d'elles-mêmes complètement détruites. Elles ne savent plus qui elles sont, elles ne savent plus où elles vont. Il y a comme elles sont perdues. On sent quelqu'un qui arrive, qui n'est même plus bien dans son corps, qui est replié. Il y a toute une attitude qui est un langage du corps aussi très significatif. Elles ne savent plus où elles en sont, perdues. Elles sont très culpabilisées, souvent. C'est de ma faute, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui se passe. Elles se reprochent ces coups, elles se disent quelque part c'est moi, j'y suis pour quelque chose. Ah oui, c'est impressionnant quelquefois. Et en même temps... rien que le fait de venir là est tellement difficile aussi de faire cette démarche. Et parfois, ce n'est pas la première demande d'ailleurs.
Elles n'arrivent pas forcément en parlant de cette violence. Elles arrivent pour autre chose. Elles n'en parlent pas en premier. C'est comme une honte. Comment est-ce que vous les aidez concrètement? Déjà, on les fait exister par le simple fait qu'on les accueille, qu'on on essaye de leur montrer cette valeur qu'elles ont. Donc, on parle de les renarcissiser. Donc ça, c'est fondamental. On vient, et pour ça, en fait, elle vient. Donc le simple fait de se savoir écouter. Donc c'est mal appelé souvent conseil conjugal et familial. C'est plus de l'écoute. Tenir conseil. Donc notre simple écoute, qui va être une écoute le plus neutre possible, qui lui renvoie qu'elle a de la valeur, qui la met en valeur. Alors ça, c'est quelque chose déjà d'incroyable. On m'écoute, alors qu'elle arrive là en se disant qu'est-ce que ça va être, hein, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, mais voilà. Et à la fin, on voit même que dans le corps, ça y est, elles ont été écoutées. Hein, elles vont vers leur... c'est elles qui vont vers leur solution. Hein. Elles se retrouvent. Ce que vous pensez est important. Alors, vous savez, rien que ça, puisqu'on m'a toujours dit que... voilà. Bon, et après, cette violence physique, soit elle est amenée tout de suite, soit... petit à petit, il y avait autre chose. Et puis, voilà. Et la violence physique arrive, et là, c'est important. Une question sur les femmes catholiques qui viennent voir pratiquantes, puisque vous êtes un mouvement chrétien. Et ces femmes qui peuvent avoir peur de trahir le sacrement de mariage, avoir de la culpabilité si elles évoquent l'idée de quitter leur conjoint. Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est vrai que parmi toutes les culpabilités, il y a ces femmes qui avaient un très beau projet de vie. Ce sacrement, quand on se marie, on ne pense pas qu'on va avoir des soucis. On se marie, comme disait cette jeune femme, on s'aimait, tout se passait bien, on s'était choisi, etc. Et la vie quotidienne va révéler ces frustrations qui vont amener la violence, qui vont amener toutes ces phases. Donc, qu'est-ce que vous dites la question est qu'est-ce qu'on leur dit? Et ça, c'est intéressant que vous disiez ça. Je vous redis qu'un conseiller conjugal, en fait, il ne dit pas tellement. Hein. Il va permettre à la personne qui amènerait cette question « et comment faire par rapport à mon sacrement de mariage hein, ?» J'entends votre demande. Eh bien, on va lui renvoyer quelqu'un qui vivrait avec un sacrement de mariage. Qu'est-ce que ça suppose pour vous? Voilà. Et elle va déjà mettre des mots sur ce que ce mot sacrement de mariage, sur cet idéal qu'elle a mis justement dans ce mariage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est l'Église pour elle? Qu'est-ce qui est important? Alors, elle va parler de culpabilité, de trahison, on entend des mots comme ça. Donc, c'est important de voir avec elle qu'est-ce que ça suppose, une trahison. Et ce sacrement de mariage, qu'est-ce qu'il représente? Et l'Église, quelle vision elle en a? Qu'est-ce qui est important? On n'est pas des conseillers spirituels. Donc, si on entend une grande demande là-dedans, ça va la ramener à sa foi. Donc ça, c'est important de lui dire, c'est important. Cette question que vous vous posez, c'est effectivement par rapport à votre foi, ce lien avec Dieu, ce sacrement, le mariage. Alors, elle va nous parler de ce qu'elle met derrière le mot sacrement. Et vous pouvez l'orienter vers un prêtre éventuellement. Et nous, quand on sent que vraiment elle ne dénoue pas, parce que c'est une affaire de dénouer ce mot sacrement, va l'amener à l'église, va l'amener au mariage, va l'amener à... Vous voyez, il va y avoir un travail qui va l'amener à se dire, au fait, qu'est-ce que j'avais mis dans cet idéal? Qu'est-ce que devait m'apporter le sacrement? Et puis, il y a... quelle est cette culpabilité par rapport à un sacrement de mariage? Est-ce que vous pourriez aller en parler à un conseiller spirituel pour être en paix par rapport à ça, parce que la culpabilité, pour un chrétien, est quelque chose de très, très douloureux. Une question rapidement sur le message de l'Église. Quel est-il envers les femmes victimes de violences conjugales? Que dit l'Église? Que dit l'Église? Envers les femmes, déjà, elle dit que l'Église, elle accueille la personne blessée. Vraiment, elle l'accueille. Même si de toutes ses forces, elle lutte contre ce qui blesse la personne. Donc ça, vous vous rendez bien compte, il y a même au niveau des associations des chrétiennes et au niveau des communautés nouvelles, des week-ends par exemple pour personnes séparées,
pour personnes qui ont, par des violences conjugales, se sont éloignées. Il y a un accueil de la personne blessée vraiment importante. La vie est ainsi faite. Vous vous en rendez bien compte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Christ, comment il accueille la prostituée. Elles nous précéderont dans le royaume des cieux. Et puis cette personne, il baisse les yeux, vous savez, quand il est avec la femme adultère, il baisse ses yeux. Voilà. Dans tous les cas, quand on regarde dans la Bible, quand quelqu'un est blessé, et puis en aucun cas la violence ne fait partie du respect de l'autre. Et donc, elle est condamnée. Voilà, elle est condamnée. Et puis, très important, qu'on soit chrétien ou non, c'est de l'ordre du délit. Il ne faut pas l'oublier. Donc, la personne devant les violences, l'Église, comme la société, dit stop. Et là, il n'en est pas question. Et la justice et les associations. De faire son travail aussi. On vous retrouve tout de suite, Benoît David, pour ces dernières minutes. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit ce soir? Moi, en vous écoutant, d'abord, j'ai eu le sentiment que c'est quelque chose de très, très douloureux et difficile à porter. Et j'ai aussi entendu le fait qu'il y ait de la répétition. Et que je crois que la première des choses, à mes yeux, ce serait de s'intéresser aux enfants et de voir comment un enfant comprend une situation qu'il vit mal avec ses parents, à mes yeux. Et puis, c'est quelque chose d'indicible. Je crois qu'il faut aujourd'hui, à mes yeux, dire que c'est une honte, que c'est quelque chose qui est du domaine du délit, vous l'avez dit, donc de la justice, et que c'est quelque chose qui doit être sorti, j'allais dire sorti du lit, pour en parler, donc faire en sorte qu'on dise les choses. Et la difficulté, c'est que c'est très difficile, à mes yeux, de condamner quelqu'un qu'on aime. Très difficile. On le voit bien dans l'éducation avec les enfants, de condamner le parent confronté à une difficulté avec un enfant et de condamner son enfant. Et finalement, il faut savoir condamner quelqu'un qu'on aime, à mes yeux. Et ça, c'est un des points extrêmement importants. Et le deuxième point, à mes yeux, dans cette situation, c'est sortir de la culpabilité. La femme, de ce fait, qui est victime de maltraitance, de choses indicibles, doit se dire « je ne suis coupable de rien ». Et de ce fait, elle doit affronter cette relation nouvelle, puisqu'elle ne s'y attendait pas, et on l'a vu dans le reportage, de relation adulte à adulte. Prendre conscience, et que, vous l'avez dit madame à l'instant, à mes yeux, stop. Il faut savoir dire stop. Et donc, de ce fait, un des points les plus délicats, c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire, quand commençons-nous à pouvoir parler? Et qui? Et avec qui? Et je crois, à mes yeux, qu'il est nécessaire de faire en sorte que nous parlions avec peu de personnes, mais les personnes qui vont nous aider. Alors, quelle est la manière de sortir de cette situation qui est odieuse dans le fond? Je pense que la personne doit repenser à elle, quelque part. Retrouver le goût de l'estime de soi. De se retrouver, de se regarder dans la glace et de faire la différence avec les coups qu'elle a pu recevoir et dire qu'est-ce que je vais faire. Et puis, de ne pas craindre de dire je vais m'en sortir, autrement dit, je vais sortir de cette situation. Oser quitter l'autre. Et c'est difficile et délicat de dire ça, même ici, mais de ne plus accepter une situation qui est inacceptable. Et dans le fond, je crois on ne doit pas, dans ce cas, traiter parce que c'est un père autoritaire ou parce qu'il y a eu de la maltraitance liée à l'alcoolisme ou parce que simplement c'est un phénomène de répétition. La personne, quand elle est victime, doit sortir de ces poids-là et transformer cette idée de se dire, finalement, je veux arrêter de subir. Donc, je veux vivre. Et de ce fait, à mes yeux, de penser à un monde nouveau. Et de savoir qu'elle est aimée. Et qu'elle peut être aimée par quelqu'un d'autre qui va la respecter. Et à mes yeux, c'est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire d'aller rencontrer des gens, parler avec eux, écouter ce qu'ils vont dire, de façon à faire en sorte qu'elles puissent avoir un avenir. Et je pense toujours à ce mot magnifique de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'oses pas, c'est parce que tu n'oses pas que c'est difficile. Il faut que tu oses sortir de cette situation. » Et dans le fond, garder l'idée que l'espoir existe, que l'espérance est dans le monde dans lequel nous sommes, et que de regarder une autre vision, c'est-à-dire de porter un regard positif pour nous permettre de regarder les choses différemment. Je crois que le message à dire à l'ensemble de ces femmes, c'est de dire stop, arrêtez-vous, changez de direction et transformez la situation dans laquelle vous êtes avec ce regard positif. Vous êtes aimé par quelqu'un d'autre. Merci Benoît, on reste sur ces mots positifs, on vous retrouve très vite sur la famille en question. Quelques adresses d'associations avant de nous quitter. SOS Femmes Violences Conjugales que vous pouvez appeler au 01 40 33 80 60, c'est un numéro national. Vous pouvez également contacter le service d'aide aux victimes au 08 victimes, numéro 08 842 846 37. Et puis le mouvement Claire, Amour et Famille qui se trouve à Paris.
Paris. Son téléphone, le 01 487 487 60. Renseignements également sur son site internet à l'adresse www.claire.net. Quelques livres également à vous recommander sur ce sujet des violences conjugales. Sachez qu'Amnesty International a publié cette année un rapport sur les violences faites aux femmes en France, paru aux éditions Autrement. Deuxième ouvrage, un témoignage poignant, celui de Marguerite Binois, intitulé « Battue » et qui est édité aux presses de la Renaissance. On en parlait à l'instant, la position de l'Église est également claire sur ce sujet. La Commission sociale des évêques de France a publié en 2003 un document intitulé « Les violences envers les femmes », édité chez Bayard, Fleurus, Mam, Cerf. Et puis, pour terminer, un livre qui s'adresse aux enfants, souvent oubliés dans ces situations de violence conjugale, Tempête dans la famille, les enfants et la violence conjugale, édité chez l'hôpital Sainte-Justine. Et puis voilà, un dernier mot avant de nous quitter. Nous lançons un appel à témoins. Vous êtes épanoui dans votre activité professionnelle et souhaitez témoigner sur le plateau de la famille en question. N'hésitez pas pour cela à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau et je vous retrouve quant à moi mercredi prochain pour un nouveau numéro de la famille en question. Bonne soirée, au revoir.